Chers amis, bonjour, je suis content qu'on se retrouve à nouveau pour ces nouveaux numéros des idées. Et pour aujourd'hui, on va recevoir un écrivain qui a écrit un roman. On va essayer de parler de ce roman avec lui aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu d'écrivain. La dernière fois, on avait reçu une bibliothécaire. Et aujourd'hui, c'est un écrivain. Souvent, on reçoit Siméon. On a reçu avant lui également, après lui, d'autres écrivains. Et cette fois-ci, c'est un nouvel écrivain. Je ne vais pas le présenter. Je vais laisser se présenter tout seul. Et il nous dira, voilà, ce qu'il fait, son métier. Bonjour, bonjour, monsieur Matamba. Tu veux que je t'appelle monsieur Matamba ou tu veux que je t'appelle Aimé ou tu veux que je t'appelle, après c'est toi qui vois. Hein. Merci beaucoup, monsieur Serge, pour la parole. Matamba Lukasu, ça va pour moi. Allez, présente-toi succinctement. Hein. Voilà, Ouais, succinctement. pas trop long. Je m'appelle Matamba Lukasu. Ouais. Aimé, d'autres personnes m'appellent Aimé. Je suis ingénieur à la base, mais je suis aussi un peu dans la recherche, principalement dans la gestion des affaires. Et c'est un peu ça ma vie. Il m'arrive aussi de publier de temps en temps. Voilà, c'est une brève présentation de moi. Et là, c'est ta quantième publication? C'est la troisième publication. La troisième publication, seule. Oui, okay. Mais il y a d'autres publications que je fais avec des gens. Et donc, c'est la troisième publication roman ou essai politique? En général, c'est mélangé. Généralement? En général, c'est mélangé. Le premier livre, c'était un essai. Oui. Le deuxième, c'était un recueil de poésie. Celui-ci est un roman. Celui qui viendra après, c'est un essai. Donc, je suis un peu dans cette vague littéraire-là entre essai et poésie et roman. Ah, ben c'est super. Écoute, aujourd'hui, on te reçoit. Merci déjà d'accepter de venir. Hein. Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu as publié. On peut se tutoyer. Hein, oui, parce merci, que tu as publié. Beaucoup. Parce que dans nos langues africaines, il n'y a pas de vous et de tu. Et donc, puisque nous également, on est un peu dans cette moule-là de désaliéner les gens. On peut se tuer, on peut se vous, ça fait pas de l'impolitesse, pas du tout loin de là. Voilà. Donc on peut se tuer, y a pas de problème. Donc on te reçoit parce que tu as publié un roman, donc ça s'appelle Africani, et moi je l'ai lu, et je voulais te recevoir pour qu'on en discute un tout petit peu, que tu nous dises déjà en quoi consiste, quel est l'axe principal que tu abordes dans ce roman, et ensuite voilà, on va bavarder un peu du fond du roman, parce que j'ai tout plein de questions. Plein de questions. Et, ça me motive déjà. Et donc, Africani, c'est quoi déjà, Africani? Alors, Africani, c'est un nouveau mot que j'ai créé. Aujourd'hui, on peut définir Africani dans le sens du livre comme la manière dont s'effondre et se défend le pouvoir en Afrique. Mais je n'aimerais pas limiter Africani à ça. Africani peut être encore beaucoup d'autres choses. Mais on verra le contenu que chacun va donner à Africani. Mais dans le cas de ce livre, c'est un peu la manière africaine de faire du pouvoir. La manière africaine de... Et pourquoi tu as voulu plutôt le mettre sous forme d'un roman et pas d'un essai? Parce que avec les romans, les choses sont beaucoup plus faciles. Il y a quelqu'un qui me disait il y a très longtemps qu'il fallait jamais savoir des problèmes avec un écrivain parce qu'il peut faire de vous un personnage dans un livre et vous tuer. Les romans, ça nous permet de nous exprimer de diverses manières, mais c'est pas vraiment l'écrivain qui s'exprime, c'est le personnage qui s'exprime. Et ça protège aussi un peu l'écrivain en quelque sorte. Ouais, donc, et ça permet aussi une certaine flexibilité, surtout dans le langage, les termes utilisés. C'est beaucoup plus facile que dans un essai. Donc c'est facile de se déresponsabiliser dans un roman que dans un essai. Pas forcément, c'est plus facile d'exprimer facilement certaines choses. On croirait que tu es en train de fuir tes responsabilités si tu publies un essai. Déjà publier un livre comme ça, c'est prendre sa responsabilité, c'est jouer sa part. C'est en pleine responsabilité, c'est jouer sa part dans ce qui est en train d'arriver à notre pays, ce qui est en train d'arriver dans notre monde d'aujourd'hui où les gens sont calmes et ne disent rien. Et ça, c'est déjà un acte de courage. Mais seulement, je dis roman parce que c'est beaucoup plus facile. Ça permet certains styles beaucoup plus facilement qu'avec l'essai. Ah ben c'est très bien. Alors, moi, j'ai lu. Déjà, je voudrais te féliciter de la production de ce livre parce que roman, article, bref, toute œuvre littéraire n'est jamais facile à produire. Ça demande des heures de travail, ça demande de profondeur de la pensée, ça demande de l'imagination. Et ceux qui arrivent quand même à le faire, on doit les féliciter pour ça. Donc c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé surtout le style.
parce que les chapitres sont courts, et quand les chapitres sont courts, ça fait qu'on Ça se perd pas permet, très long, ouais. et ça permet facilement de prendre la suite de, de, de ce qui arrive dans le bouquin. Et bon, le roman, c'est pas trop mon style. J'en ai parlé dernièrement avec une bibliothécaire qu'on a reçue ici. Euh, Odia, Soraya Odia. Les romans, c'est pas trop mon style parce que bon, ça au moins ça change un tout petit peu parce que les romans, généralement, allez, surtout les romans d'amour, moi vraiment, c'est pas mon truc. C'est la même histoire. C'est vraiment pas mon truc, les romans d'amour. Et donc, que j'arrive quand même à passer du temps à lire un roman, c'est un exploit, mais bon, c'est parce que c'est très bien écrit. Merci beaucoup. Le choix du papier, il est très bon également. Le choix du papier est très bon. Donc, ceux qui vont acheter pour lire, ils seront pas déçus parce que on n'est pas très fatigué quand on va lire. Le papier, il est très bien choisi et l'écriture également, le choix de la police. Franchement, de ce côté-là, je te félicite. Du point de vue de la forme, c'est vraiment très 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 bien écrit. Bon, quelqu'un dirait qu'après les félicitations, généralement, il y a un peu... On voit ces questions-là venir. Ouais, non, mais sinon, pour le fond, après, bon, j'ai juste relevé 2-3 petits trucs, mais bon, c'est pas de grande importance, hein. C'est pas de grande importance, mais dans l'ensemble, ça va. Alors, j'ai compris en lisant que le sujet principal que tu abordes, c'est la question des enfants soldats. Exactement, entre autres, mais là, parmi les questions phares. Oui, c'est la question des enfants soldats, comment ça se déroule, comment Fiston, qui est l'acteur ou le personnage principal du bouquin, devient enfant soldat, et comment il vit cette vie d'enfant soldat, qu'est-ce que ça lui crée comme traumatisme, parfois la rencontre avec ce monde-là des adultes, ce que ça reproduit dans les enfants justement qui sont encore gamins et qui en grandissant deviennent de grands, mais que ce traumatisme d'enfant soldat ne les quitte pas. C'est un sujet qui est très intéressant, d'autant plus que l'Afrique fait partie de ce continent où on a souvent eu dans tous les conflits armés affaire à ces enfants qu'on va enrôler de force dans les forces armées, des enfants à qui on va apprendre principalement à tuer, parce que la guerre c'est fait pour tuer, et que les enfants qui on va apprendre à tuer, ça fait des adultes qui seront complètement détruits. Alors mais maintenant, de l'auteur que tu es, je voudrais que tu nous racontes un tout petit peu Africani, la vie, le vécu des Fistons, le personnage principal du bouquin. Merci beaucoup pour la question. Avant d'arriver au personnage lui-même, Oui. Certaines personnes m'ont posé la question si c'était une autobiographie. Je suis pas président, c'est déjà sûr que c'est pas une autobiographie. Ouais. Mais il y a beaucoup d'éléments de certaines choses qui sont racontées dans les livres que moi personnellement j'ai vécu. Je me rappelle vers les années 2000, quand le président Kabila, Laurent, faisait face à l'agression avec notamment les armées rwandaises et ougandaises. Nous qui avons vécu au centre du Congo, à Mbujimayi principalement, on a vu en plein milieu scolaire débarquer des enfants qui fuyaient la guerre. Notamment, Kabila a été presque pris déjà à l'époque. Et on avait des enfants de notre âge qui arrivaient traumatisés, qui avaient des histoires, des viols, qui avaient des histoires de bombes larguées sur des maisons. Et à cette période-là, il y avait une surmilitarisation de la ville de Mbujimayi où on a vu débarquer les enfants soldats pour la première fois en très grande quantité, qui étaient des nouveaux recrues et qui sont arrivés avec, au départ, c'était des tranches d'arbres et puis après, on a vu que c'était des armes. Et là, on apprend subtilement que les enfants pouvaient être enrôlés et utilisés dans l'armée. Alors, à cette époque-là, les enfants, avec une maturité déjà pas très bien finie, certains pensaient que c'était le meilleur choix à faire, rejoindre l'armée. Mais on a vu déjà ces choses-là, nous avons vécu à cette période-là. Non, mais tu ne penses pas, à quel âge un enfant peut penser que rejoindre l'armée, c'est un meilleur choix? Est-ce que tu ne penses pas que c'est la conséquence de tout ce qu'il voit à la télé? Quand on a regardé les films des Rambo, quand on a regardé la reproduction un peu où on essaie de faire passer la guerre comme quelque chose de classe, parce que je crois que chacun de nous a peut-être rêvé à un moment d'être Stallone Sylvester qui débarque au Vietnam et qui va sauver 10 000 personnes parce qu'il est chic. Il est bien habillé, il est très propre dans sa tenue. La vérité, est-ce que tu ne penses pas que ça influence ces enfants-là qui, en réalité, ne savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent de leur vie? C'est possible. C'est possible. Ça peut avoir une certaine influence. Mais la plus grande influence, je pense que ça vient des adultes. La plupart des enfants qui rejoignent l'armée, les 2-3 premiers jours, ils se rendent compte que ce n'est pas la vie qu'ils voulaient. Parce que l'armée, c'est vraiment difficile.
la plupart de ces enfants-là, dans un premier temps, ils font un travail, ils vont ramasser le bois, ils font vraiment les travaux difficiles pour les adultes qui ne veulent pas faire ce travail-là. Rapidement, ils se rendent compte que ce n'est pas la joie, c'est pas Rambo qui saute d'un hélicoptère, il y aura jamais d'hélicoptère. Bref, c'est une responsabilité d'adultes qui embarquent les enfants dans cette histoire-là et les enfants n'ont pas le choix dans une certaine mesure. Alors, pour revenir à la question initiale, celle du livre, j'ai rencontré, quand j'ai sorti mon premier livre en 2012, un ancien enfant soldat. Le livre est vraiment inspiré, une bonne partie de l'histoire vraie d'un enfant soldat. Vous allez voir, les 2-3 premiers chapitres, on parle vraiment du vécu de ce jeune homme qui a été traumatisé, qui a été enrôlé des forces alors qu'il tentait de fuir son Rwanda natal. C'est un peu de ça dont le livre a parlé initialement. Et après, on a essayé de mettre en musique tout un ensemble de faits historiques qui se sont passés non seulement au Congo, mais tout autour du Congo. Hein. Vous allez voir qu'à un certain moment, on parle un peu de la guerre au Congo-Brazzaville, de ce qui se passe en RCA, au Rwanda, parce que c'est une région qui a vécu énormément de guerres. Et malheureusement, c'est des guerres dont on parle pas beaucoup. Oui, mais alors, tu parles de le bouquin, le parcours de Fiston. Fiston, qui je rappelle, est le personnage principal Du livre. du roman. Donc, Fiston, dans son Rwanda natal, il va à un moment fuir la guerre. Il va venir au Zaïre parce que son père a travaillé un moment au Zaïre et il a souvent parlé du Zaïre. Et en fouillant vers le Zaïre, il se retrouve dans un camp des déplacés, comme il y en a tout plein. Et à un moment, il se rend compte que les camps, en fait, servaient justement de centre d'entraînement pour les militaires, pour les enfants soldats. Et ce qui me perturbe à un moment dans le roman, c'est que Fiston ne suit pas forcément la trajectoire d'un enfant soldat à un moment. C'est-à-dire que Fiston va trouver du travail, Fiston va travailler dans les champs, Fiston va travailler chez le Mundele qui est là, et puis à un moment, il se retrouve à Brazzaville, et ce n'est qu'après que Fiston retourne encore dans cette spirale-là de la violence, entre autres. En prenant cet angle-là pour raconter cette histoire, qu'est-ce que tu veux mettre en lumière justement en montrant ces fistons qui a d'abord été enfant soldat sans le vouloir puisqu'il pensait avoir fui la guerre dans un camp des déplacés, mais il se retrouve enrôlé. Après, il échappe quand même à cette violence-là d'enfant soldat et maintenant il travaille quand même. Et il faut qu'on le précise aussi, le travail d'enfant, c'est interdit, peu importe. Les enfants ne doivent pas travailler. Ça, c'est pas fait pour les enfants, mais il se retrouve quand même en train de travailler. Et il retourne ensuite dans ces spirales de la violence. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière je vais mettre en lumière la difficulté de réintégration. Vous voyez, plus de 300 000 enfants soldats, au moment où nous parlons, les chiffres avoisinent les 300 000 enfants soldats encore dans les groupes rebelles. Et il faut le dire aussi, dans les forces armées nationales, parce que d'après les Nations Unies, un enfant ne doit pas faire partie des forces armées, même si ce sont des forces armées nationales. Donc, je vais mettre en lumière le fait qu'il y a eu plusieurs programmes avec beaucoup de financement pour réinsérer ces enfants-là, notamment au Congo, on a parlé des DDR, des mobilisations et puis réinsertion dans la société. Mais dans la plupart des cas, ces réinsertions-là, ces enfants-là qui entrent dans le processus de mobilisation, désarmement et réintégration ne finissent pas le processus. D'après les derniers chiffres, c'est moins de 5% des enfants qui entrent dans le système. Ils finissent pas le parcours de réinsertion. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Pour certains, ils rentrent dans les forces armées. Parce que c'est là où ils ont grandi, ils ont passé tout leur temps. Vous allez voir pour le personnage de ces films, de ces livres plutôt, il entre il est kidnappé. Il a fait plus de 8 ans dans l'armée. Et quand il ressort dans l'armée, il est toujours mineur. C'est-à-dire qu'il a passé autant d'années. Pour lui, la vie normale, c'est cette vie-là, dans des camps de travail, dans des camps militaires, c'est devenu sa vie. Et quand il essaie de rentrer dans la vie normale, il voit que la vie normale est plus difficile. Une personne qui est habituée à vivre des choses armes à la main, tu vas pas lui donner un travail et vouloir qu'il attende un mois pour qu'il puisse lui payer un salaire. Et ces questions-là sont des vraies questions soulevées aujourd'hui. Je pense que on ne prend pas cette question-là avec le sérieux qu'il faut. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont mal réinsérés.
dans la société. Mais quand tu parles des difficultés de réinsertion, quand tu dis qu'ils sont mal réinsérés, est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans le développement? Je vais dire que nous, en tant que peuple, nous, en tant collectivement, on n'a pas décidé la réinsertion de ces enfants-là. C'est-à-dire que c'est un processus qu'on a laissé aux Nations Unies. Quand les Nations Unies vous disent que je n'ai pas assez de moyens, bon, tout le monde s'en fout, hein. Alors qu'en réalité, je pense que les gouvernements de la République devraient prendre cette question-là de manière beaucoup plus sérieuse. Même pas seulement les gouvernements, tous les gens autour, parce que les enfants sont victimes de cette situation-là. Et ces victimes doivent être traitées de manière à ce que quand il y a le processus qui commence, on permet à ce que ces processus-là aillent jusqu'à la fin. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui a fait 5-6 ans dans l'armée, vous le mettez dans un centre d'accueil pour 1 mois, et puis vous dites, bon, voilà, vous êtes réinséré, partez. Ça marche pas comme ça. Je pense qu'il y a un effort supplémentaire qui doit être fait pour que ces enfants-là soient pris en compte normalement. Pour quelle raison? Parce que ces enfants-là dont on ne prend pas en charge normalement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des voisins qui nous mettent mal à l'aise. Ils deviennent des chefs qui ne savent pas traiter les gens correctement au travail. Ils deviennent des maris qui sont dans la violence. Et c'est toute une société qu'on est en train toute une société qu'on est en train de détruire à travers ces enfants-là que nous, les adultes, avons forcés dans l'armée et que nous n'arrivons plus à gérer correctement, que nous n'arrivons plus à réinsérer dans la société correctement. Mais la réinsertion, est-ce que ça concerne une certaine catégorie d'âge ou parce qu'aujourd'hui, un enfant qui a été dans l'armée et qui a dépassé les 18 ans et qui est sorti de ces mouvements rebelles, de ces groupes armés, et qui n'a pas justement bénéficié de ces programmes de réinsertion pendant le temps où il a été mineur, est-ce qu'il y a une possibilité justement pour lui, ou si la réinsertion, un programme de réinsertion, ça devrait concerner aussi ceux qui ont plus de 18 ans? Cette question-là s'est posée à la CPI. Ouais. Avec, j'ai oublié les noms. Il y a un rebelle qui était dans la LRA ougandais. Oui. Il est devenu rebelle, enfant soldat recruté par force, capturé, on l'amène à la CPI. Et certains psychologues ont posé la question du syndrome de victime bourreau. Il a perpétré beaucoup de choses après. Il a violé des femmes, il a fait des choses. Mais va-t-on les juger en tant que quelqu'un qui a perpétré des crimes? Ou bien on va aussi se rappeler que cet enfant a été forcé dans l'armée, il a subi certaines conséquences. Est-ce parce qu'il a déjà dépassé l'âge d'enfance qu'on va le juger uniquement comme adulte qui a commis des exactions? Ce sont des questions qui se posent, mais je pense que au niveau de notre pays, les choix avec les moyens qu'il y a est simple. Les adultes qui sont dans l'armée, même s'ils étaient entrés dans l'armée comme enfants soldats, ils ont le choix de rester dans l'armée. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Ils restent dans l'armée. Oui, mais peut-être là, au niveau de l'armée, il doit y avoir des prises en charge pour essayer un peu de récupérer ces gens-là, parce que les forces armées, vous voulez que les gens soient disciplinés. Effectivement. Vous ne voulez pas que ça soit des gens qui traînent encore des traumatismes, qui peuvent mettre la vie de tout le monde en danger. Non, mais moi, effectivement, il est important de mettre en lumière ces choses-là, parce que bon, du côté de la justice, ça pose la question de la responsabilité pénale quand on est mineur, quand on a dépassé l'âge, et voir un enfant qui aurait commis des exactions quand il était mineur, et maintenant qu'il a dépassé l'âge, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant-là? Est-ce qu'on les responsabilise, qu'on les responsabilise pas? Bon, alors, il y a une autre question, moi, en lisant le bouquin, c'est le personnage principal de Fiston Biki, là. En lisant l'histoire de Fiston, on a l'impression que Fiston, ça ressemble à des gens qu'on connaît dans la vie réelle dans ce pays. Tu vois, des gens qui ont exercé à un moment ou à un autre qui ont été de grands responsables de ce pays. Et c'est lui qui pourrait lire cela, qui penserait que tu t'en prends justement à certains qui ont été dirigeants de ce pays. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que Fiston, tu vises principalement quelqu'un ou pas? Ou c'est juste une fiction, comme tu as dit, inspirée par l'histoire de l'enfant soldat que tu as rencontré à Mbujimaï? Pas à Mbujimaï, c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Fiston représente une somme de beaucoup de gens que nous avons mis ensemble. Vous allez voir que à un certain moment, Fiston ressemble à quelqu'un, à un autre, il ressemble à un autre. Mais les histoires des enfants soldats, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Les gens vont rapprocher Fiston Biki là de Joseph Kabila, par exemple. Mais en réalité, Bikila, pourquoi j'ai choisi le nom Bikila déjà dans les romans? C'est parce que c'est un personnage qui traîne beaucoup des interdits autour de lui. Il y a beaucoup de choses autour de lui qui sont pas bien clarifiées.
Mais on ne parle pas des Kabila. C'est bien au-delà. Parce que je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le premier ministre éthiopien, c'est un enfant soldat. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed, aujourd'hui, il a tous les pouvoirs dans son pays. C'est un ancien enfant soldat. À partir de 15-16 ans, il était déjà dans des groupes rebelles qui ont lutté pour récupérer les pouvoirs dans ces pays-là. Alors, nous avons Valentine Strasser, qui est devenu président en Sierra Leone, qui était un ancien enfant soldat. Et donc, il y a beaucoup de cas où vous avez eu des gens enfants soldats. Et pour parler des Fisson, plusieurs personnages ont inspiré Fisson. Vous prenez Ntaganda. Ntaganda, c'est un enfant soldat. Bosco Ntaganda. C'est un enfant soldat rwandais qui accède accède plutôt dans l'armée, qui grandit, qui gravit les échelons quand l'armée, le FPR prend le pouvoir, et qui après, d'un bon matin, se décide d'être rebelle au Congo. Vous avez beaucoup de situations comme ça, où beaucoup d'anciens enfants soldats sont devenus chefs rebelles ou ministres ou vice-premier ministre. Donc, vous avez beaucoup de situations comme ça. Donc, c'est pas une seule personne. Nous avons essayé de nous inspirer de beaucoup d'histoires, surtout en Afrique, pour fignoler un peu ces personnages-là des Fiston Bikila. Mais à ton avis, quel est le danger pour tous ces gens qui ont été enfants soldats lorsqu'ils occupent des postes de responsabilité pour un pays? Est-ce qu'il y a un danger principal pour ces gens-là à occuper ces postes-là? Nous avons déjà, et aujourd'hui, c'est pas comme si on allait dire, c'est hypothétique, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on en a déjà eu au pouvoir. On a vu comment ils réagissent. En général, c'est des régimes très. La manière dont ils répondent aux questions qui sont posées. Vous allez voir que ce sont des gens qui, dans leur nature, ils vont vous dire, bon, voilà, on peut toujours corriger ça. Mais en général, ce sont des gens qui développent une indisponibilité à la contradiction. Même quand ils ont connu, même quand ils ont été bénéficiaires de tous ces programmes de réinsertion. Beaucoup ne bénéficient pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Non, mais dans l'hypothèse où ils ont bénéficié de ça. En supposant, vous avez un enfant, par exemple, qui n'a pas eu des parents, dont les parents ont été tués dans la guerre, qui a grandi dans un système, même s'il a été récupéré quelque part, certains auront toujours ces idées-là derrière. Peut-être que c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils doivent être réinsérés correctement. Si quelqu'un est réinséré correctement, oui, j'en ai rencontré un à l'Unikin qui faisait les droits, qui me racontait, et il me disait, bon, moi, j'ai dépassé cette histoire-là, bon, désormais, il vit normalement. D'après ce qu'il me disait, et on sentait quelqu'un qui vous parlait un français correctement, et puis voilà, quoi. Il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir une intégration, par exemple, certains rentrent dans des familles. Certains, on les récupère comme ça, ils retrouvent ses parents. Et s'il a 14, 15 ans, il grandit avec ses parents, et avec le temps, il a la capacité de changer certaines choses. Et pour la plupart, pour revenir à la question de départ, ils ont le même trait en commun, c'est la dictature. Ils ont tendance à penser que tout se résout par la violence. Et nous l'avons vu dans beaucoup de pays, et je ne veux pas parler que du Congo, nous l'avons vu en Sierra Leone, nous le voyons encore en Éthiopie, on le voit dans beaucoup de pays. Ils pensent que la violence résout les problèmes parce que eux-mêmes, ils sont arrivés au pouvoir généralement par les armes. Mais alors, on fait quoi de ce genre? Est-ce qu'on les exclut de la société? Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Idéalement, on se poserait la question, est-ce que j'aimerais que mon jeune frère soit dans l'armée? À un certain niveau, ces enfants-là, c'est tout un pays que nous sommes en train de saccager. C'est l'avenir de tout un pays qu'on est en train de mettre entre parenthèses. C'est très important que chacun à son niveau se pose les bonnes questions. Est-ce que ces enfants doivent forcément être mis dans ces conditions ici? Est-ce que pour faire ce que moi je veux faire dans mon aventure, est-ce que je dois prendre des enfants? Si en amont ce problème est résolu, je pense qu'après ça sera beaucoup plus facile. Mais déjà, si comme le problème est là, je pense qu'à ces stades, ce qui doit être fait, les gouvernements doivent prendre ces situations très au sérieux. Ces enfants-là doivent être pris en charge correctement. Oui, mais dans l'hypothèse où vous êtes, il vous revient la charge de prendre des décisions justement par rapport à ces enfants-là. Quel serait l'idéal pour eux? Quel est l'idéal à faire pour eux? Je pose autrement ma question. Dans le processus des réinsertions de ces enfants-là, puisqu'on parle de bouquins, donc on parle de littérature également. Est-ce que tu penses que la littérature peut être aussi un moyen de faciliter la réinsertion de ces enfants-là? Alors, je parle pas que de la littérature, je parle de l'art en général. Oui, de l'art en général. Vous voyez,
Notre pays, c'est certainement parmi les pays où, quand on parle de l'art, on pense à la musique, forcément. Ce Ces qui n'est pas enfants-là, mauvais, hein. ouais, la musique n'est pas mauvaise, la Hein. musique est très bonne, mais seulement, euh, on doit aller au-delà de la musique. La musique, c'est très bon, mais l'art, c'est pas seulement de la musique, c'est Ok. aussi l'écriture. Aujourd'hui, par exemple, ces enfants-là peuvent aussi être réinsérés par une écriture beaucoup plus responsable. Mais déjà, il faudrait qu'ils apprennent à lire, parce que certains sont entrés dans ces mouvements, ils ne savaient même pas lire. Il faudrait déjà qu'ils soient dans un endroit où on les apprend correctement à écrire, à lire. Et voilà quoi, avec un investissement dans l'écriture, et au-delà de l'écriture, les cinémas et tout ce qui va avec, parce que le cinéma et l'écriture, ça va toujours de pair, l'État peut créer un nouveau paradigme pour ces enfants. Ouais. Alors, dans le roman, tu parles également de la question de la communauté internationale. Parce que, bon, tous ces programmes qu'on a eu des réinsertions, des désarmements, des démobilisations, pour la grande majorité, c'est des programmes qui ont été financés par des bailleurs de fonds, comme on aime à les appeler. Et à quel niveau tu situes les responsabilités? Parce que là, on fait face à un drame, parce que c'est un drame. Que les enfants se retrouvent dans des groupes armés, c'est un drame. C'est un drame et c'est quelque chose qui ne devrait jamais exister. Et unanimement, nous sommes d'accord que la place des enfants, c'est à l'école, c'est pas à porter une Kalachnikov qui pèse plus que le poids de son corps d'ailleurs. Et donc, à quel niveau tu situes les responsabilités de la communauté internationale en amont, comme tu aimes le dire, et en aval? Alors, la communauté internationale, déjà que le terme communauté internationale est un terme un peu flou. Ouais, je suis d'accord. On ne sait pas c'est qui, c'est quoi. Bon, bref, il y a quelques pays qui se sont attribués cette responsabilité-là. Ouais. Mais depuis le départ, ces pays-là, ils sont dans une stratégie des pompiers pyromanes. Tout le monde le sait. Et ils s'en foutent un peu, quoi. Ils financent des guerres, ils achètent les minéraux. Vous imaginez que 50% du coltan mondial est produit au Congo. Et une bonne partie passe par la contrebande à travers le Rwanda. Et ça atterrit où? Ça atterrit dans des usines de fabrication de téléphones, ça atterrit à Tesla, ça atterrit partout. Tous ces gens-là savent. On met de l'argent, et c'est cet argent-là qui finance les groupes rebelles. Et entre-temps, on envoie des humanitaires pour aller aider les familles déplacées. On se moque quand même des gens. Aujourd'hui, on va nous dire, par exemple, aujourd'hui, avec le système, ce qui se passe au Congo, on est agressé par les Rwandais. Les rapports mapping le dit clairement. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies, dont certains ont été étouffés, notamment par la France. Tout le monde le sait. Mais vous voyez la manière dont la situation est traitée? Les Rwandais, avec toute l'arrogance possible, on essaie de trouver des mécanismes pour que les Rwandais ne se sentent pas frustrés alors que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et l'Union européenne qui va jusqu'à aller signer des contrats avec les Rwandais pour les matières premières dont les Rwandais ne disposent pas sur son sol. Tout le monde le sait. C'est l'Union européenne qui nous donne parfois de l'argent pour dire allez soigner la malaria, mais les gens sont en train de mourir. Ouais. Alors c'est clair qu'il y a une certaine complicité dans entre guillemets les partenaires du Congo. C'est comme si ils sont dans une situation où ils voudraient bien vendre une idée des pays responsables qui veulent mettre fin à la guerre au Congo à leur peuple, mais à leur patron financier qui finance leur campagne et tout. Il dit, bon, puisez, faites ce que vous voulez, nous ne pouvons rien faire. Ouais. Mais justement par rapport à ça, moi je reviens au titre du roman, parce que Africani, voici comment je suis devenu chef d'État. Et quand on lit le roman, en fait, c'est le jeune qui rentre dans les groupes armés et qui finit quand même chef d'État. Est-ce que après, c'est une question vraiment, moi, que je me suis posée, je me suis dit que j'allais vraiment te poser cette question. Ne penses-tu pas qu'en présentant, surtout parce que généralement, on regarde d'abord le titre du livre avant de lire les livres, hein. C'est comme on va voir une belle voiture de l'extérieur avant d'aller voir l'intérieur. Présenté comme ça peut paraître comme une incitation à intégrer les groupes armés pour devenir chef d'État. T'en penses quoi de cette accusation? Non, je pense pas. Je pense pas. Ces livres. Parce que ça me regarde. Voici comment je suis devenu chef d'État. Tiens, c'est une démonstration de comment on peut devenir chef d'État. Oui, mais combien les deviennent? Combien met dans la route? C'est comme. Parce que là, je suis en train de critiquer le titre, en fait.
Un de mes profs un de mes profs de mécanique rationnelle me disait Ouais. que quand ils grandissaient, il jouait mieux au foot que Mutubile Santos, qui était son ami. Mhm. Et son père, à lui disait, beaucoup de gens crient dans les micros, mais trop peu deviennent des musiciens. Ouais. La probabilité de réussite dans les sports, dans la musique, elle est beaucoup plus réduite plutôt que celle de réussir à l'école. C'est comme ça qu'il lui a poussé lui forcément à rester à l'école et finalement, il se sont retrouvés avec son ami Santos qui jouait en Allemagne et lui étudiait en Allemagne. Ouais. Ça, c'est comme une parabole de Jésus dans la Bible, difficile à comprendre. Alors, rentrons à la réalité. À la réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, voici comment je suis devenu chef de l'État. Ouais. C'est une critique par rapport à des habitudes. Ouais. Ce n'est pas une invitation pour que les gens deviennent chefs de l'État parce que, à part dans les romans où c'est plus facile, en réalité, c'est très compliqué. Ouais. C'est très complexe. C'est un appel pour que les gens se disent qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui sont changeables. En tant qu'adulte, chacun à son niveau. Et on a des choses qu'on peut changer sans même attendre que les gouvernements ou je sais pas quoi. Il y a des choses que nous pouvons changer, chacun à son niveau. Ouais. Et surtout avec cette histoire d'intégration où les enfants sont recrutés et tout et tout. On a une capacité, on a chacun à son niveau la possibilité d'avoir une certaine influence sur les enfants pour leur dire que voilà, au-delà du fait que il y a des adultes méchants qui veulent recruter des enfants, nous devons être des agents qui prêchent pour que cette situation-là ne puisse pas continuer. Ouais. Bon, oui, je suis partiellement d'accord avec ton explication. Non, parce que en fait, effectivement, hein, après, bon, le plus important lorsque on va prendre un livre, c'est pas de s'arrêter à la couverture, ouais. C'est d'aller dans le fond, dans les fonds du livre pour comprendre vraiment, pour décortiquer ce que l'auteur a voulu dire, pour comprendre les grandes idées que l'auteur a explorées et puis exposées dans son bouquin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, bon, là aussi, c'est l'occasion maintenant pour déconseiller cette trajectoire-là à ceux qui continuent de regarder Rambo et qui pensent que c'est l'idéal. Enfin, aux enfants. Parce que maintenant, on a la chance avec Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Même ceux qui ont moins de 18 ans ont accès à ces outils-là. Si on peut faire de la prévention, pourquoi pas? Et je pense effectivement que ton livre aussi s'inscrit dans cet angle-là de faire de la prévention. Quand on va le lire, effectivement, on se rend compte que tu fais de la prévention vraiment dans ce livre-là. Et je pense que c'est l'occasion également pour faire de la prévention. Et voilà, sous quel angle toi tu ferais cette prévention-là aujourd'hui à ces jeunes gens qui te regardent? Alors, si ce livre a été divisé en chapitres, c'est aussi par rapport au fait qu'on avait pensé à les faire en bande dessinée. Ok. On avait prévu de les faire en bande dessinée pour permettre aux plus jeunes d'y accéder. Parce que la vérité est que le livre ne parle pas que des enfants soldats, mais il parle aussi de certains sous-thèmes comme le génocide. Et les enfants, en grandissant, ils doivent apprendre ces choses-là. C'est quoi le génocide déjà pour ceux qui nous regardent et qui ont entendu ce mot pour la première fois? Alors, je pense que c'est toujours bien d'expliquer ce que c'est. Oui, c'est très important. Oui. Le génocide, c'est le génocide congolais en quelques mots. Vous savez que la guerre au Congo a fait plus de victimes que la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Il y a beaucoup de victimes de cette guerre. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup par les médias internationaux qu'il n'y a pas de guerre au Congo. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour que les génocides congolais puissent être reconnus parce qu'il y a des éléments clairs de génocide dans ce qui se passe au Congo. Alors, c'est aussi ces thèmes-là que nous avons, dont nous parlons. On en parle pourquoi? Parce qu'on s'est dit que nos enfants en grandissant doivent savoir que ce pays a des ennemis. Depuis 1960, ce pays, il y a des gens qui veulent les balkaniser. Lumumba, l'ancien premier ministre, a été arrêté avec l'appui des Nations Unies quand il était en train de fuir. Alors, il y a toujours un complot autour de ce pays. Nos enfants, en grandissant, ils doivent le savoir parce que nous devons, le livre ici, c'est peut-être un outil qu'on peut utiliser pour construire le nationalisme. Les gens doivent aimer ce pays, nos enfants doivent aimer ce pays. Et aimer ce pays les poussera à se battre aussi pour défendre l'intégrité de ce pays. Mais c'est bien, mais en lisant effectivement, alors le bouquin, il emprunte quelque part des élans de panafricanistes ou disons d'africanistes parce que ça prend en compte un peu les réalités de l'Afrique tout entière. Et parfois, on a l'impression que c'est un peu plus focus sur la RDC.
Pourquoi? J'ai toujours pensé que le patriotisme, le nationalisme, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Mais on ne le dépassera pas tant qu'on ne l'a jamais été. Okay. Le panafricanisme est une bonne chose, mais on deviendra panafricaniste que quand on a été patriote. Commençons par le patriotisme. Notre pays, en termes de construction, en termes de construction, n'a pas vraiment été, on n'a pas construit ce pays de manière à ce que les gens puissent l'aimer. Il y a de ces choses-là qui n'ont pas été faites, et je pense que c'est à travers des littératures comme celle-ci que les gens vont grandir en se disant que nous avons une patrie, nous devons nous battre pour cette patrie-là. Parce que si nous ne le faisons pas, on va devenir esclaves de tous ces gens qui sont en train de venir. Quand les gens, vous voyez quelqu'un qui arrive sous traité, qui vous dit qu'il arrive avec une armée, aucune rébellion, comme le disait Péan, toutes les guerres sont d'origine économique. Économique, bien sûr. Il y a aucune guerre où quelqu'un se réveille le matin, il se dit, bon, moi, je me sens ennuyé, j'ai de la nuit, je me dis, bon, que je parte quand même me battre pendant quelques années pour devenir président. Non, il y a toujours des gens derrière. Quand vous allez applaudir, on a applaudi pour l'AFDEL, ils sont arrivés, ils nous ont nommé un chef d'état-major rwandais, qui est aujourd'hui ministre au Rwanda. Ils nous ont nommé des gens qui étaient censés être congolais, entre guillemets, mais quand Kabila le père a dit, les Rwandais, vous nous avez aidé à rentrer chez vous, ces gens-là sont rentrés. Mais ils peuvent t'avancer cet argument pour dire que nous, on a été panafricanistes, c'est pour ça qu'on a dépassé ces frontières. On l'a jamais été. Non, je veux dire ceux qui sont arrivés. Ils peuvent dire que dans notre idéologie du panafricanisme, c'est les dépassements des frontières. C'est pour ça qu'en plus de se faire aider par des armées étrangères, on a nommé les étrangers à la tête de nos armées, à la tête de nos ministères. Ils peuvent t'avancer cet argument-là. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds? Oui, nous sommes dans une situation d'un pays, la République démocratique du Congo. Ouais. La République démocratique du Congo a un problème très sérieux de patriotisme. Vous allez les voir aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Regardez comment est-ce que les gens dénigrent. Le Congo bashing, c'est parmi les sujets de prédilection. On n'a pas atteint les niveaux, la maturité en termes de nationalisme. On ne va pas commencer à promouvoir un panafricanisme alors qu'en termes de nationalisme, on ne l'est même pas. On n'a même pas atteint les niveaux, je dirais, pour utiliser un terme chimique, on n'a même pas atteint l'octet du nationalisme. Construisons le nationalisme, construisons le patriotisme, et ça signifie pas qu'on va pas accueillir les autres, on les accueillera. Mais construisons d'abord un pays où les gens peuvent aller à l'école normalement, où les enfants ne peuvent pas être enrôlés dans des groupes armés, où la violence, les femmes ne vont pas être violées. Construisons un pays où le minimum viable dans ces pays-là existe avant de penser au panafricanisme. Alors, je vais te lire c'est un paragraphe du dernier chapitre de Africani, et je voudrais que tu le commentes pour nos auditeurs. Alors, tu dis, c'est le 20e chapitre, les rébellions éclatent, menées par des opportunistes armés qui se drapent dans la rhétorique de la libération pour finalement devenir aussi oppressifs que les régimes qu'ils cherchent à renverser. La véritable tragédie de l'Africanie est que même les diplômés universitaires, symboles de savoir et d'éveil, sont devenus des simples accessoires dans la quête du pouvoir. C'est très fort. C'est très fort. Ma question principale sur ces passages-là, c'était une question sur qui est intellectuel. C'est une question, j'ai discuté beaucoup avec des amis sur cette question-là, parce que il suffisait d'avoir un diplôme pour être intellectuel. Aujourd'hui, ce pays a toujours été dirigé par des gens qui ont des hauts diplômes, à quelques exceptions près. Ouais. Pour quel résultat? Nous avons, en termes de nationalisme, nous avons une responsabilité. Au-delà du fait d'avoir des diplômes, les gens doivent savoir mettre leur savoir au service de leur pays, au lieu de le mettre au service de leur ventre, au service de leurs intérêts à vouloir se faire beaucoup d'argent. C'est malheureusement ça le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes peut-être parmi les rares pays, bon, dans l'Africanie. Dans l'Africanie, vous allez trouver que les hommes les plus riches dans les pays sont des politiciens. Vous allez trouver que le voisin d'à côté qui n'avait pas de quoi manger, dès qu'il adhère au parti politique du coin et qu'il devient, je sais pas, dans un cabinet quelque part, il commence à construire la maison, il commence à voyager, il commence. Du coup, nous avons atteint des niveaux où on pense que faire la politique, c'est la seule manière de devenir, de réussir dans la vie. Et on lui dit, bon, d'ailleurs, nous, on paye pas beaucoup, regardez ce que les députés français touchent, regardez ce que les autres touchent. Ce que nous utilisons comme benchmark, c'est les gens qui ont déjà construit des écoles, les gens dont les enfants iront à l'école sans se retrouver dans des groupes armés,
les gens dont les femmes ne se feront pas violer dans les coins de rue, Mm. les gens qui ont déjà atteint certaines choses. Aujourd'hui, les trains de vie que nous sommes en train de mener avec nos intellectuels qui arrivent au pouvoir, c'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. C'est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre tant que nous n'avons pas encore consolidé certaines choses pour le bien commun de la Tant qu'on population. n'a pas reconstruit l'essentiel Exactement, pour le exactement, bien commun et exactement. l'intérêt général. Alors, mais écoute, moi je te remercie beaucoup d'être passé sur finalement ce canapé qui devient de plus en plus l'identité de notre podcast avec le joli tableau. C'est fait par un Africain, hein. C'est joli, hein, j'ai Ouais. toujours vu... Un Africain de l'Africanie. Ah Alors, oui. mais avant ça, il y a une question. On a fait un numéro l'autre fois avec Siméon, que tu connais, qui est écrivain comme toi, où il était question de déconstruire un peu les stéréotypes qu'on collait généralement aux Africains et à l'homme noir de manière générale. On disait que le noir, il lisait pas. Donc, toi, tu es écrivain, tu es noir, tu es congolais, tu es africain. Comment tu reçois ces stéréotypes-là? Parce qu'il est répété de plus en plus, et la colonisation, c'est fini depuis longtemps, mais il est répété maintenant par tes semblables, donc nos semblables à nous, pour dire que voilà, les Noirs, ils lisent pas, l'homme africain ne lit pas, l'homme noir ne lit pas. Comment tu reçois déjà cette affirmation? Pour moi, je le dis déjà, c'est erroné. Comment toi, tu reçois cette affirmation-là, et quelle est ta principale critique à cette affirmation-là? Cette affirmation fait partie des outils que beaucoup de gens complètement aliénés utilisent, je sais pas, pour se sentir, pour justifier le fait qu'ils ne lisent pas. Alors, est-ce que tous les Noirs lisent? Non. Est-ce que tous les Blancs lisent? Non. Tous les Asiatiques lisent? Non. Il y aura toujours des gens qui lisent et des gens qui lisent pas. La vérité, c'est que la lecture dans certains coins, c'est perçu comme un luxe. C'est-à-dire que si quelqu'un touche $20 le mois, on ne peut pas lui demander d'acheter un livre de $30. Mais comment ça fonctionne dans des pays où les gens lisent? Il y a des bibliothèques. Et les bibliothèques, c'est comme les médecins dans certains pays. La France, par exemple, on va vous dire que c'est par 6 000 habitants, il y a une bibliothèque. L'Afrique du Sud, juste à côté, par 11 000 habitants, il y a une bibliothèque. Alors, plus il y a des bibliothèques, plus les gens lisent. Nous pouvons prendre des pays où il y a des Noirs et des Blancs et entrer dans les statistiques. Il y a des statistiques aux États-Unis, par exemple, sur les origines ethniques des gens qui lisent, les origines raciales. Vous allez trouver, par exemple, que les statistiques montrent que le Noir et le Blanc, en termes de taux de lecture aux États-Unis, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est autour de 70%. Et c'est pratiquement la même chose. Vous allez vous étonner, vous allez trouver par exemple que même quand vous entrez dans les détails, vous allez trouver que le noir aux États-Unis, en termes de lecture, c'est pratiquement la même chose que les blancs, autour de même pourcentage, alors que c'est plus que les hispaniques. Alors pourquoi on ne dit pas des hispaniques qui lisent pas? C'est pas une question de génétique ou c'est pas une question de couleur de peau ou de race. Non, c'est plus une question de la structure qu'on va mettre tout autour des gens pour les inviter à la lecture. Qu'est-ce qu'on va dire du Congo? Qu'est-ce qu'on va dire du Congo? Il y a combien de bibliothèques ici à Kinshasa que vous connaissez, que l'État a créé? Ouais. Un enfant de Massina, s'il veut lire un livre, il fait comment? Il doit prendre un transport, se déplacer. Aller où? À la Gombe. C'est absurde. Et à la Gombe, qu'est-ce qu'on a? On a les centres Wallonie-Bruxelles, on a les l'État devait installer des bibliothèques dans les communes. Des maisons communales devaient être des endroits où les enfants peuvent accéder aux livres gratuitement. Et c'est pas ça. Les livres, c'est... Une amie à moi, elle est américaine, elle s'appelle Suzanne Morgan. Elle me dit, elle est écrivaine. La seule fois où elle a été best-seller dans le pays, c'est quand l'État a acheté 80 000 livres. C'est-à-dire l'État se décide, on va acheter autant de livres et on va les mettre dans toutes les bibliothèques du pays. Ils ont acheté directement 80 000 livres. Et elle était best-seller cette année-là. Alors, en parlant de ça justement, où est-ce qu'on retrouve Africani? Africani, pour tous ceux qui veulent avoir Africani, où est-ce qu'ils achètent, où est-ce qu'ils trouvent Africani, donne les contacts, donne les lieux, où c'est vendu, comme ça. Nous, on va mettre ça également en dessous de la vidéo, comme ça les gens ils pourront l'avoir. Je conseille sincèrement aux gens d'acheter Africani. Africani, c'est un livre écrit avec beaucoup de cœur. On a commencé à l'écrire en 2014 et c'est seulement aujourd'hui qui voit le jour. Et je conseille vivement aux gens de l'acheter. Les gens peuvent les trouver à la Maison du Savoir, librairie Maison du Savoir. C'est ici sur Place des Évolués. À combien? À $30 la pièce. Ils peuvent aussi les trouver à la bibliothèque, à la librairie qui est au Palais du Peuple. Ils peuvent trouver les livres là-bas.
Ils peuvent aussi les trouver en contactant le numéro 081 32 59 906. Je répète, 081 32 59 906. Ils peuvent aussi les trouver à Lubumbashi en contactant le numéro qui sera écrit Oui, en bas de la vidéo. en bas de la vidéo. On va mettre un numéro. Et je suis ouvert à des discussions par rapport au sujet que le livre traite. C'est un sujet d'actualité, mais c'est une actualité qui a trop duré. Depuis 1960, les Congo, les guerres, les violences se répètent. J'aimerais quand même qu'on en parle de plus en plus pour qu'on ne continue pas de se plaindre que beaucoup de gens n'en parlent pas, les RFI n'en parlent pas. Oui, parce que là, c'est vraiment comme une thérapie, hein. En parler pour mettre fin à ce cycle de violence qui n'a fait que trop durer. Écoute, je te remercie beaucoup d'être passé dans notre tranche de discussion et d'échange. C'est à moi de vous remercier. Merci énormément. Surtout, merci pour la production de ces bijoux. Avant de se séparer, moi, j'ai souvent une question. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes de lire? Enfin, les trois bouquins que tu pourrais conseiller aux gens de lire. Alors, déjà, je vais leur demander de lire Africani. Ok. Africani, pour l'instant, c'est un très bon livre. Et le deuxième? Mais il y a plusieurs livres actuellement qui sont sur le marché, hein. Je vais leur demander de lire Quête d'essence de Siméon. Le troisième? Le troisième, je pense que c'est... Il y a un livre que j'ai lu sur la post-colonie il y a longtemps d'Achille Mbembe. Ah oui. Je pense que c'est un très bon auteur. Il a eu aussi beaucoup d'influence sur moi. Mm-hmm. J'aimerais que les jeunes puissent fouiller un peu et lire Achille Mbembe. Oui. Achille Mbembe est très bon. Je préfère toujours... Moi, pour ma part, hein, je conseille toujours aux gens de lire Achille Mbembe au lieu d'écouter Achille Mbembe. Quand on l'écoute, on se demande, on se pose la question si c'est la même personne qui a écrit. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci vraiment d'être passé. Je te remercie énormément. Merci surtout de nous avoir offert cet instrument de développement de notre intellect et de la pensée. C'est très important. Moi, j'ai hâte de lire ta prochaine production, qui j'espère sera un essai. Et j'ai hâte que tu reviennes pour encore d'autres discussions, d'autres échanges toujours sur les idées que tu vas essayer ou pas essayer, que tu vas coucher sur le papier. Et le but vraiment, c'est de partager le savoir, de partager la connaissance à une grande majorité de gens. Et c'est ça le plus important. En tout cas, merci beaucoup Serge pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Quand les prochains livres seront disponibles, je reviendrai. Ou peut-être même pas sans livre, je reviendrai. C'est toujours un bon cas de partager. Absolument. On va trouver un sujet, on va discuter sur le sujet, on va bavarder sur le sujet. Okay. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chers amis, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a parlé de Africani, le roman de Matamba Lukasu. Qui a essayé d'imaginer un peu le quotidien d'un enfant qui se retrouve comme par hasard dans un camp d'entraînement et qui devient enfant soldat et qui en ressort malheureusement et qui replonge. La problématique de la réinsertion a été évoquée également à l'intérieur, mais surtout, n'allez pas dans des groupes armés lorsque vous êtes enfant et surtout, allez à l'école. L'État doit mettre en place tout ce qu'il faut pour faire en sorte que les enfants ne se retrouvent pas sur ce chemin qui n'est pas leur chemin. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie de continuer de nous suivre. Les jeunes gens qui font la réalisation m'ont dit de toujours répéter, de vous dire, de vous abonner. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Vraiment, c'est le partage du savoir et des idées. Ça nous fait plaisir de voir que vous vous abonnez et que vous mettez un like sur les vidéos pour les référencements. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.